Bonjour chers amis et amis de Géotechnique Suisse. J'ai le privilège d'ouvrir le cycle de conférences en ligne 2021 avec comme premier sujet un sujet éminemment juridique: la géologie est-elle toujours de la responsabilité du maître de l'ouvrage? Je me permets de me présenter, Olivier Muller, je suis maître d'ouvrage au transport public la région lausannoise. Comme background, je suis ingénieur civil, j'ai diplômé à l'EPFL en 2003. Et puis j'ai une caractéristique, c'est que en cours d'études, j'ai débuté, commencé et terminé des études de juriste de l'Université de Fribourg. Je suis juriste depuis 2020. J'ai aussi l'honneur d'être chargé de cours en droit de la construction à l'École polytechnique fédérale de Lausanne. Et dans le cadre de ma fonction actuelle, je suis chef de projet ouvrage souterrain pour le développement des métros M2 et M3. Le plan de la présentation de ce soir est le suivant. Nous allons d'abord commencer par quelques introductions et délimitations. Nous allons ensuite nous concentrer sur les fondements juridiques en droit suisse qui concernent la responsabilité du maître d'ouvrage par rapport à la géologie et par rapport à des fondements juridiques généraux d'ailleurs. On va parler des sources du droit privé, des types de responsabilité, de la différence que vous connaissez sûrement déjà entre le contrat d'entreprise et le contrat de mandat, et on va également avoir quelques exemples de jurisprudence. Là, ça vous permettra de fixer le cadre légal en droit suisse de la question qui nous intéresse ce soir. On va ensuite, au point 3, regarder quelles sont les solutions qui sont proposées par les normes SIA. La fameuse norme SIA 118, mais aussi les règlements SIA 103 et 106, les normes techniques comme la SIA 267 et les conditions générales de construction qui vont être de plus en plus importantes à l'avenir. Nous allons faire un très rapide survol, une seule slide, qui concerne le droit international, et nous allons ensuite faire les conclusions. Alors, dans les délimitations, quand on parle de géologie, quand je parlerai de géologie ce soir, ça sera la géologie au sens large. Ça concernera la géologie, l'hydrogéologie et la géotechnique. On va parler surtout de droit privé de la construction, ça veut dire du droit des contrats, du droit de la responsabilité civile. On va très peu parler du droit réel, qui est le droit de la propriété. J'en parle un tout petit peu maintenant, puis après je clôt la parenthèse. Dans des ouvrages souterrains, un tunnel n'appartient au propriétaire du sol que s'il se trouve dans la partie du sous-sol qui est à faible profondeur, qui est telle que le propriétaire du terrain pourrait éventuellement montrer un intérêt digne de protection à utiliser le sous-sol. En général, ce n'est pas le cas, c'est pas le cas pour les ouvrages et les tunnels profonds, et dans ce cas-là, le sort juridique du sous-sol est régi par le droit public cantonal. Voilà. Je tiens aussi à préciser que la présentation que je fais ce soir, c'est une présentation personnelle. Je ne suis pas avocat, et bien que je sois juriste, je n'exerce pas cette fonction principalement au sein au sein des TL. Je suis un ingénieur civil qui connaît un petit peu mieux le droit que les autres, et ne voyez pas dans la présentation de ce soir la possibilité de constituer le fondement d'éventuelles prétentions de votre part dans un cas qui vous concerne. Je précise juste que dans tous les cas, même si ce que je dis est tout à fait juste, ou je le considère comme juste, l'avis d'un spécialiste, d'un avocat en droit de la construction est requise si vous désirez aller plus loin par rapport à ce que je dis ce soir dans un cas qui vous préoccupe. Alors, est-ce que la géologie est-elle toujours de la responsabilité du maître de l'ouvrage? On va essayer directement de répondre déjà à cette question maintenant. Et le principe de base, c'est plutôt oui. Plutôt oui, mais ça dépend. Et puis si j'avais fait la présentation en allemand, j'aurais dit Jein. Alors c'est plutôt oui, mais il y a des exceptions. L'exception claire, c'est la liberté contractuelle. Et puis une autre exception, c'est le manquement au devoir d'avis. Après, il y a des exceptions aux exceptions, c'est les circonstances extraordinaires,
et c'est la protection de la bonne foi. Je reviens un petit peu sur ces notions. Sur la notion de la liberté contractuelle, c'est très clair en droit suisse que le droit autorise le maître de l'ouvrage qui fasse supporter tout ou partie du risque géologique à l'entrepreneur. Donc ça répond déjà un petit peu à la question. Dans ce cas-là, l'entrepreneur, dans le cas de l'élaboration de son offre, il devra évaluer les risques, il devra calculer ses prix en fonction du risque. S'il ne peut pas évaluer le risque de manière adéquate, il doit mentionner dans son offre quels sont les risques qui sont inclus, quels sont les risques qui ne sont pas inclus. Et s'il ne parvient pas à faire cette analyse de risque, il devrait plutôt, à notre sens, à mon sens, renoncer à l'offre. Le manquement du devoir d'avis, ce sera quelque chose qui va être vu plus tard dans la présentation, de même que les circonstances extraordinaires et la protection de la bonne foi. On va faire un petit peu de droit des contrats pour vous présenter quelque chose qui est essentiel. Dans un contrat, vous avez divers articles, diverses normes, c'est appelé normes ici. Vous avez un ordre de priorité dans ce qu'on peut faire contractuellement. La première chose qu'il y a toujours, c'est les normes impératives, les normes de droit impératif, les articles impératifs du Code civil et du Code des obligations. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup qui nous intéressent sur le sujet de ce soir. Il y a l'article 2 du Code civil qui est le principe de la bonne foi. Alors c'est le principe de la bonne foi qui est la loyauté en affaires. Ça veut dire par exemple que l'entrepreneur doit pouvoir se fier aux informations qui sont contenues dans les documents d'appel d'offres. C'est aussi selon ce principe que le maître de l'ouvrage, l'entrepreneur, les mandataires doivent se comporter dans leurs relations contractuelles. On a l'article 27 du Code civil qui est la protection contre les engagements excessifs. Une clause du type, par exemple, en cas de doute, l'interprétation du maître de l'ouvrage prévaut, c'est une clause qui se heurte à la protection de la personnalité contre les engagements excessifs et c'est une clause qui n'est tout simplement pas valable. On a encore, en ce qui concerne le contrat d'entreprise et le contrat de mandat, on a l'article 404 du Code des obligations, la résiliation du mandat en tout temps. Je ne vais pas en parler ce soir, mais c'est simplement un des articles de droit impératif qui intéresse le contrat de mandat et le contrat d'entreprise. Dans les dispositions, après ces normes impératives, on a les dispositions contractuelles, on a le contrat. Le contrat, où on peut vraiment tout mettre, on a la liberté de la forme du contrat, on a la liberté de l'objet du contrat. Il faut simplement qu'il soit licite, possible et pas contraire aux mœurs. Mais on a une très très grande liberté contractuelle, je l'ai déjà dit avant, on peut, si on veut, un maître d'ouvrage peut faire supporter la géologie à un entrepreneur, en droit suisse c'est tout à fait possible. Donc le contrat, tout est dans le contrat, c'est le texte du contrat, mais c'est aussi les annexes au contrat, les conditions particulières, la série de prix, les plans, tous les documents contractuels qui sont, je dirais, en ordre de priorité numéro 2. Vous avez ensuite, en ordre de priorité numéro 3, les conditions générales. Alors, les conditions générales les plus connues en matière de droit de la construction, c'est les normes, la norme SIA 118, conditions générales pour l'exécution des travaux de construction. C'est des normes qui sont préformulées, auxquelles on peut déroger. En principe, les conditions générales, j'aurais pu mettre ça dans le contrat, je l'ai mis en 3e position, tout simplement parce que normalement, les conditions générales viennent à la fin d'un contrat. C'est ce qui est à la fin. On voit des fois des maîtres de l'ouvrage qui veulent forcer leurs conditions générales en les mettant en ordre de priorité numéro 2. À mon avis, c'est pas idéal, c'est juridiquement quelque chose de faux parce que vous avez tout le contrat, le texte du contrat, les documents du contrat qui vous permettent de préciser exactement ce que vous voulez et les conditions générales doivent arriver à la fin au cas où aucune des réponses aux questions qu'on peut se poser en cours de construction arrive ou émane du contrat. Alors on se penche dans les conditions générales. Et puis vous avez encore en dernière position les normes dispositifs, c'est le droit dispositif qui se trouve dans le Code civil et dans le Code des obligations. Et pour ce qui concerne le contrat d'entreprise et le contrat de mandat,
je peux vous dire qu'à part cet article 404 CO, tous les articles sont de droit dispositif. Ça veut dire qu'on peut déroger à ce qui se trouve dans le code des obligations concernant le contrat d'entreprise et le contrat de mandat. On peut déroger par contrat. Voilà. Les types de responsabilités, vous avez plusieurs types de responsabilités. Vous avez la responsabilité civile, c'est la responsabilité civile au sens large, on dit la responsabilité délictuelle ou extra-contractuelle. Elle est basée principalement sur l'article 41 du Code des obligations. C'est la responsabilité qui est que tout un chacun doit réparer le préjudice qu'il cause à autrui. Elle ne nécessite pas d'avoir un contrat. Si vous cassez une vitre avec un caillou que vous avez shooté avec votre pied, vous devez réparer la vitre. Le lésé, il peut vous attaquer. Il doit juste prouver que c'est bien vous qui avez cassé la vitre. Hein, c'est à lui qui supporte le fardeau de la preuve. Mais ensuite, voilà, vous devez lui faire réparation. Vous avez d'autres responsabilités civiles, la responsabilité du propriétaire d'ouvrage ou du propriétaire d'immeuble. On ne va pas en parler plus que ça. Le deuxième type de responsabilité, c'est la responsabilité contractuelle. C'est très proche de la responsabilité civile, le mécanisme est pratiquement le même, simplement il suppose que vous êtes en relation contractuelle avec quelqu'un, alors un maître d'ouvrage avec son entrepreneur ou un maître de l'ouvrage avec ses mandataires. Il y a une responsabilité contractuelle et donc il y a aussi l'obligation de réparer les préjudices que le maître de l'ouvrage subit en cas de violation du contrat. En termes de contrat d'entreprise, il y a par exemple la garantie pour les défauts aux articles 367 et suivants du Code des obligations, qui est une responsabilité contractuelle qu'a l'entrepreneur de réparer les défauts en l'absence d'une qualité promise ou attendue de l'ouvrage. Vous avez la violation générale du contrat, qui est l'article 97 du Code des obligations, qui impose à chaque entrepreneur ou mandataire de réparer le dommage qu'il fait subir au maître d'ouvrage si le maître d'ouvrage a un dommage. Et la différence avec la responsabilité civile, c'est qu'en responsabilité contractuelle, la faute de celui qui a lésé la victime, la faute, elle est présumée. Donc le mandataire, où sa responsabilité est engagée, devra prouver qu'il n'a pas fait de faute, alors que dans la responsabilité civile, le lésé doit prouver que celui qui a fait l'acte délictueux a bel et bien commis une faute. Ça, c'est une petite différence. Voilà. Vous avez une troisième sorte de responsabilité, c'est la responsabilité basée sur la confiance. Ce n'est pas une responsabilité juridique, elle s'est développée par la jurisprudence, c'est une responsabilité typique. Le cas typique, c'est la responsabilité précontractuelle. C'est selon le principe de la bonne foi. Et par exemple, le meilleur exemple de la responsabilité précontractuelle, c'est de pouvoir se fier à des documents d'appel d'offres qui sont bien faits. Et puis le maître d'ouvrage doit pouvoir aussi se fier à une offre de l'entrepreneur qui est correcte, qui est selon les règles de la bonne foi. Il y a une autre responsabilité, une dernière dont je ne vais pas parler ce soir, mais qui peut entrer en jeu, même aussi en matière de géologie, en cas d'effondrement, d'éboulement, en cas d'homicide par négligence, lésion corporelle grave par négligence ou violation des règles de l'art de construire, c'est la responsabilité pénale. Je ne vais pas en parler ce soir, mais c'est aussi une responsabilité du maître d'ouvrage qui est différente de ce qu'on va voir aujourd'hui, qui concerne le droit civil, le droit privé. Voilà. Un petit rappel, je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez ces deux contrats très importants en droit de la construction. C'est le contrat d'entreprise qui est régi par les articles 363 et suivants du Code des obligations, où le contrat d'entreprise est un contrat par lequel une des parties, l'entrepreneur, s'oblige à exécuter un ouvrage moyennant un prix que l'autre partie, le maître, s'engage à lui payer. C'est une obligation de résultat.
Le résultat doit être un ouvrage sans défaut, livré dans les délais. Il y a des obligations accessoires qui sont très importantes dans le contrat d'entreprise et le devoir d'avis dont on va parler tout à l'heure est l'un de ces devoirs importants. On a aussi, on peut peut-être l'oublier parfois, mais l'entrepreneur doit défendre les intérêts légitimes du maître d'ouvrage, ça fait partie de ses obligations. Alors, du côté des prestations d'ingénieur, on sait que les plans, les notes de calcul doivent aboutir à un résultat. C'est des éléments qui font partie du contrat d'entreprise. Est-ce que les prestations du géologue font partie du contrat d'entreprise? J'aurais envie de dire ça dépend quelle prestation. Si c'est celui de faire un rapport géologique avec des annexes, avec description des carottes, avec des figures, des dessins et tout ça, je pense évidemment que c'est ça le résultat. Après, dans l'interprétation de la géologie et dans l'implication de la géologie, on est plutôt dans le contrat de mandat. Donc on va passer maintenant sur le contrat de mandat, c'est l'article 394 et suivant du Code des obligations. C'est une obligation de moyens. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, je pense que vous connaissez ces différences. Et dans les cas typiques, la direction des travaux, c'est un contrat de mandat qui suit les règles du mandat. Et je pense, à mon avis, que les prestations du géologue, la plupart des prestations du géologue, il ne peut pas garantir objectivement la géologie, il peut juste la décrire et puis suivre les règles de l'art, mais il ne peut pas garantir de résultat. Et en cela, je pense que les prestations générales du géologue découlent du mandat. On a l'article principal, c'est cet article dans lequel on trouve en droit suisse le fondement qui dit que la géologie, finalement, c'est de la responsabilité du maître de l'ouvrage, ou c'est en tout cas l'idée qu'en sont faits, et ça se trouve à l'article 365, alinéa 3 du Code des obligations. Je vous lis ce qui est en jaune, ce qui concerne le terrain, c'est si dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par le maître est reconnu défectueux, l'entrepreneur est tenu d'en informer immédiatement le maître, sous peine de supporter les conséquences de ces faits. Alors ça, c'est extrêmement important. D'abord, il y a plusieurs commentaires à faire sur cet article. Il y a une différenciation entre la matière et le terrain. La matière, c'est pas le terrain. La matière, vous avez une garantie pour les défauts sur la matière, hein, sur du béton défectueux, sur de l'acier défectueux, etc. On a même en plus dans le contrat d'entreprise en général, c'est l'entrepreneur qui fournit la matière et pas le maître, mais ça c'est un détail. Mais la matière, c'est pas égal au terrain. Ensuite, le devoir d'avis, il est immédiat. Immédiat en termes juridiques, il y a des jurisprudences qui existent qui sont particulièrement critiquées par la doctrine. Immédiat, c'est quelques jours. En général, c'est maximum 7 jours et une jurisprudence qui fixe à 7 jours ça. Si on est à plus de jours, à 15 ou 20 jours, il y a des jurisprudences qui disent c'est pas immédiat, c'est fini, c'est trop tard. Donc le Code des obligations est en train de subir une évolution, il y a une révision en cours du Code des obligations pour inscrire dans le Code des obligations un délai de 60 jours pour la dénonciation, l'avis des défauts. Vous savez que dans la loi 118, on a 2 ans pour dénoncer les défauts. Dans le régime légal, on doit le faire immédiatement. Et on va bientôt passer, je pense, à 60 jours, d'ici peut-être 1 ou 2 ans, si la révision est acceptée. Alors, l'article 365, c'est une norme dispositive, on peut donc y déroger par contrat, on va le voir après. L'article 25, la SI 118, il déroge quelque peu. On va le voir comment. Alors, juste sur cet article qui est central hein, en droit suisse, pour le droit de la construction et pour la question de la géologie, je cite quelques avis de doctrine. Je vais citer le professeur Gauch. Hein, vous connaissez le professeur Gauch qui a écrit Der Werkvertrag. Il a aussi fait le commentaire de la norme SI 118. C'est un gros bouquin. Là, je vous conseille d'avoir dans toutes les directions des travaux.
Euh, Selon Gauch, le principe de base, c'est que la garantie pour les défauts du terrain ne s'applique pas à l'entrepreneur. Cependant, si l'entrepreneur n'a pas décelé la défectuosité du terrain et n'a par conséquent pas informé le maître ou alors a omis de le faire, l'entrepreneur peut euh, compter sur une exonération complète de sa garantie. euh, L'exonération complète de sa garantie est exclue dans deux hypothèses. Si le défaut du terrain est manifeste, si l'entrepreneur doit voir que le terrain n'est pas conforme, est défectueux, est de mauvaise qualité, n'est pas conforme à ce qui était prévu, il doit le dire. Et si le défaut n'est pas manifeste, mais que l'entrepreneur avait l'obligation de vérifier, était en mesure de vérifier, eu égard aux compétences qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, alors sa responsabilité peut aussi être engagée. Ça, c'est l'avis du professeur Gauch. Dans le commentaire roman du Code des obligations, on a M. François Chay qui explique qu'en tant que spécialiste, l'entrepreneur a en principe l'obligation d'examiner la matière ou le terrain, sauf si le maître a lui-même procédé à un examen professionnel, sauf si les deux parties disposent de connaissances professionnelles équivalentes, sauf si une expertise a déjà été effectuée et ne présente ni erreur ni manifestement des lacunes, sauf si l'examen du sol entraînerait un travail compliqué et coûteux, par exemple avec des sondages importants. Alors évidemment, les circonstances de chaque cas d'espèce ainsi que les règles de la bonne foi permettent de déterminer ce que l'on est vraiment en droit d'attendre de l'entrepreneur dans ce contexte. C'est important de dire que le devoir d'avis de l'entrepreneur, il commence en tout cas dès la signature du contrat, mais même avant. L'entrepreneur a un devoir, une responsabilité précontractuelle lors de la remise de son offre, et c'est là qu'il devrait déjà déceler les éventuelles défectuosités du terrain si les documents d'appel d'offres permettent de lui faire. Je vous fais un élément de jurisprudence qui s'est basé sur l'article 365 alinéa 3 du Code des obligations. C'était la construction d'un pont à Zoug. Euh, et en fait, le niveau d'eau de la rivière était indiqué dans les documents d'appel d'offres à 558,40. En réalité, c'était 558,90. Il était 50 cm plus haut que prévu. Ça engendrait des surcoûts pour l'entrepreneur, hein, parce qu'évidemment, excaver sous l'eau ou sur l'eau et bétonner sous l'eau sur l'eau, ça n'a pas les mêmes coûts. Et en fait, on n'est pas vraiment dans la géologie ici, mais on a dans l'application de l'article 365 alinéa 3, parce qu'il y a eu des circonstances qui compromettent l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage. Le tribunal s'est basé sur l'article 365 alinéa 3, il aurait pu aussi se baser sur le principe de la bonne foi et la qualité des documents d'appel d'offres. Voilà pour cet article 365. Un autre article qui, qui montre que la géologie est de la responsabilité du maître d'ouvrage ou qui le laisse entendre, c'est l'article 376 alinéa 3. Et là, je vous lis ce qui est en rouge, hein, ce qui est en jaune. Lorsque l'ouvrage a péri par suite d'un défaut du terrain désigné par le maître, l'entrepreneur peut, s'il a en temps utile signalé ces risques au maître, réclamer le prix du travail fait et le remboursement des dépenses non comprises dans ce prix. Il a le droit en outre à des dommages-intérêts s'il y a faute du maître. Donc là, on est dans un cas qui est quand même différent parce qu'on a une perte totale de l'ouvrage. Mais encore une fois, c'est une norme dispositive, on peut y déroger par contrat. La norme SIA 118 aux articles 187 et suivants parle de la perte de l'ouvrage. C'est pas vraiment l'objet de l'exposé de ce soir, mais c'est simplement montrer encore un autre article dans l'ordre juridique suisse qui parle, qui lie finalement la responsabilité du maître et du terrain désigné par le maître si le terrain est défectueux et entraîne la perte. Voilà. L'article très important,
central, c'est l'article 373, alinéa 2 du Code des obligations. C'est sur cette disposition que la doctrine suisse a fondé ce qu'on appelle la théorie de l'imprévision. C'est des circonstances extraordinaires qu'on ne peut imputer au comportement de l'entrepreneur et qui peuvent exister soit à la conclusion du contrat, soit après coup, et qui découlent tant du principe de la bonne foi que de la protection contre les engagements excessifs. C'est l'alinéa 2 qui parle de ça. Je vais le lire. Donc, c'est dans l'élément où on parle de prix à forfait, mais pourtant il a une portée toute générale chez l'article 373 alinéa 2. Donc, si l'exécution de l'ouvrage est empêchée ou rendu difficile à l'excès, donc c'est pas juste difficile, c'est difficile à l'excès. Il doit y avoir une disproportion notable entre les travaux de l'entrepreneur, entre ce qui était prévu et ce qu'il réalise réellement. Il doit y avoir un excès. Et ça doit être rendu excessif par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, ou exclu par les prévisions qu'ont admises les parties, donc exclu par le contrat. Si c'est exclu dans le contrat et que ça se passe, alors c'est l'article 373 alinéa 2 qui s'applique. Donc on voit le fait que ça soit à l'excès fait que si c'est pas excessif, l'entreprise supporte une partie du risque. C'est une norme qui est dispositive, on peut y déroger. Toutefois, on a quand même l'article 2 du Code civil, le principe de la bonne foi, et l'article 27 du Code civil, la protection contre les engagements excessifs, auxquels on ne peut pas déroger. Donc on est très proche de ça dans ces articles-là. Et puis dans la SIA 118, c'est l'article 59, ça correspond à l'article 59 qu'on va voir tout à l'heure, on va voir que c'est très très proche. Alors, je vais vous donner 3 exemples. Le premier que vous connaissez bien depuis 2020, c'est le coronavirus. Il y a beaucoup de cas ou de directives qui se fondent sur cet article 373 alinéa 2 ou sur l'article 59 de la SIA 118. Par exemple, les masques sur un chantier, les masques, le gel hydroalcoolique, le fait de devoir avoir 2 camionnettes au lieu d'une pour transporter les ouvriers, sont des conditions qui rendent plus difficile l'exécution de l'ouvrage, mais qui probablement ne sont pas excessives, qui sont supportables par l'entrepreneur et normalement, logiquement, ne devraient pas donner lieu à une rémunération complémentaire sur la base de cet article ou de l'article 59 de la SIA 118. D'autres exemples, j'ai 2 exemples de jurisprudence. Un exemple de doublement de quantité de roche dans un arrêt du tribunal fédéral, un litige qui portait sur le doublement de quantité excavée. Il y avait 17 000 m3 de roche au lieu de 8 000 m3 de roche prévue. C'était payé avec des prix unitaires. C'était pas un forfait. Et l'entrepreneur a demandé une adaptation des prix unitaires. Et en fait, le tribunal fédéral a dit, mais écoutez, il y a un doublement des quantités de roche, ok, c'est beaucoup, mais c'est pas une circonstance qui est extraordinaire. Hein. Vous avez des prix unitaires qui sont prévus, donc vous êtes payé avec ça. Si c'était un forfait, on pourrait parler autrement, on pourrait dire éventuellement que c'est autrement, mais là, il ne s'agit pas d'une circonstance extraordinaire. Ce que le tribunal fédéral aurait pu regarder, c'est de savoir si, pour quelle raison est-ce qu'il y a eu le doublement de la quantité de roche, est-ce qu'il s'agit d'une faute du maître ou pas. Ça, c'était peut-être qu'un élément à étudier, mais que l'arrêt n'a pas étudié. Un deuxième élément, c'est la présence de roches dures dans la construction d'une villa, dans les fondations d'une villa. Les documents contractuels avaient exclu la présence qu'il y avait de la roche dure. Le tribunal fédéral a reconnu que l'existence de roches dures était une circonstance extraordinaire. Pas forcément une circonstance imprévisible, mais extraordinaire au sens de l'article 373 alinéa 2. Et ce n'était pas imputable à l'entrepreneur. Évidemment, d'excaver en terrain meuble ou en roche dure, ça change tout. Donc, il y a une aggravation des frais d'ouvrage et donc c'est excessif pour l'entrepreneur. Et
l'entrepreneur a tout de suite averti le maître d'ouvrage de ces circonstances, donc toutes les conditions sont remplies pour dire que des plus-values pouvaient être versées à cet entrepreneur-là. Donc voilà deux jurisprudences sur cet article 373, alinéa 2. On va passer maintenant au contrat de mandat. On a parlé beaucoup du contrat d'entreprise, maintenant on parle du contrat de mandat. Qu'est-ce qui se passe chez les mandataires? On a un seul article qui est central, c'est l'article 398 alinéa 2 du Code des obligations. C'est l'article qui institue le devoir de diligence de tout mandataire. C'est à l'alinéa 2, le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. On a l'article alinéa 1 qui dit que la responsabilité du mandataire est soumise d'une manière générale aux mêmes règles que celles du travailleur dans les rapports de travail. Donc c'est un renvoi, c'est pour ça qu'on fait des études de droit, c'est pour savoir que ça renvoie à l'article 321E du Code des obligations. Et il faut simplement remplacer le mot travailleur par mandataire et puis employeur par maître de l'ouvrage. Le mandataire répond du dommage qu'il cause au maître de l'ouvrage intentionnellement ou par négligence. La mesure de la diligence incombant au mandataire se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l'instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du mandataire que le maître de l'ouvrage connaissait ou aurait dû connaître. On a une responsabilité objective du mandataire qui est celle d'agir comme doit le faire toute personne diligente placée dans la même situation. C'est un critère qui est objectif, qui est soumis au principe que quand on accepte un mandat, on doit être certain de le réaliser correctement, on doit respecter le contrat, on doit être certain aussi d'avoir le niveau de compétences techniques qui nous permettent de respecter les règles de l'art. Voilà, c'est une norme qui est évidemment dispositive, mais c'est une norme qui est très importante pour les mandataires. Je vais finir toute cette partie de fondement juridique en droit suisse sur une jurisprudence assez intéressante. On a la commune de Lausanne, c'est un arrêt du tribunal fédéral, on a la commune de Lausanne qui était propriétaire d'une parcelle. En 1986, on a une société J Ingénieur Conseil SA qui a réalisé une étude géotechnique, et dans cette étude géotechnique, il s'avère que le terrain peut conduire à des graves difficultés à cause de la présence de remblais ou de la moraine argileuse. Donc en fait, on a un risque géologique qui est important ou qui existe, et on a une coopérative K qui a refusé d'acheter le terrain à cause de ce risque géologique, donc n'a pas voulu construire de bâtiments. En 1993, on est 7 ans plus tard, la commune a proposé le terrain à une autre société, la constructrice C. Le chef du service de la ville de Lausanne n'a pas abordé ces problèmes liés à la nature du terrain. C a toutefois accepté d'acquérir cette parcelle pour en faire des bâtiments. En 1996, il y a un architecte qui rentre en jeu, et la constructrice C ont engagé ESA pour l'assistance géotechnique. Ils ont parlé du rapport du JSA de l'époque, donc ils savaient qu'il y avait peut-être des problèmes géotechniques. En tout cas, ESA le savait, et ESA a fait son propre rapport géotechnique et recommandait diverses mesures de sécurisation lors de l'excavation. L'architecte a transmis cette étude de ESA au bureau d'ingénieurs. Il ne l'a pas transmis à la constructrice C, qui est le maître de l'ouvrage. Donc le maître d'ouvrage n'est pas du tout le sachant ici. Il ne sait pas, il a un architecte, il a un ingénieur, il a un bureau d'assistance géotechnique. Il n'est pas du tout sachant. C'est un élément qui compte. En 1997, la commune octroie un droit de superficie à C. Et l'article 14,3 du contrat indiquait que la commune n'assumait aucune garantie quant à la nature du sol. La constructrice C a conclu une assurance RC. Ensuite, les travaux ont débuté et ça se passe mal, puisque des fissures sont apparues sur le bâtiment voisin de la fouille, qui était propriétaire de BSA.
Il y a un remblayage d'urgence qui a dû être fait, les habitants ont dû être évacués. Finalement, le bâtiment de BSA était devenu absolument inhabitable à cause d'un glissement de terrain qui est dû à l'absence de sécurisation des travaux de fouilles de ce nouveau bâtiment fait par la constructrice CSA. Donc en 1988, BSA a ouvert une action contre la constructrice C et la commune de Lausanne devant la cour civile du tribunal cantonal vaudois et a demandé un paiement de près de 4 millions. La constructrice, c'est elle qui était attaquée, elle a appelé en cause, hein, ça veut dire qu'elle a fait venir aussi au procès la compagnie d'assurance, l'architecte, le bureau d'ingénieurs et le bureau d'études géotechniques. Tout ce beau monde était au tribunal. Et finalement, je relais ici surtout le jugement du tribunal cantonal, c'est celui-là qui est intéressant. L'arrêt du tribunal fédéral vient sur la responsabilité de la commune de Lausanne, mais c'est moins intéressant pour le cadre, pour ce cadre-là. Alors la responsabilité de la commune, propriétaire de la parcelle, n'est pas engagée parce qu'en effet, par la constitution du droit de superficie, elle a perdu la maîtrise de son bien fond. Donc c'est bien la constructrice C qui est propriétaire dans les faits de l'immeuble et puis qui a, enfin, du futur immeuble, puis qui a causé des dommages par les mouvements de son terrain. Donc la constructrice, elle ne peut pas se retourner contre la commune, d'autant plus le contrat de cession du droit contenait une clause d'exclusion de garantie qui est valable. Et il n'y a aucune, il y a pas, la commune n'a pas frauduleusement dissimulé la nature du sol de sa parcelle, aucune autre violation contractuelle ne peut lui être reprochée. D'ailleurs, le tribunal fédéral, dans ce que je ne montre pas ici, revient sur ce fait, parce qu'en fait la constructrice a voulu réattaquer au tribunal fédéral la commune de Lausanne, et le tribunal fédéral dit c'est pas parce que la commune de Lausanne n'a pas transmis le rapport initial, qu'il y a eu ces dégâts, c'est bien parce que, et on en arrive, le dommage est causé par le glissement de terrain aurait pu être évité si les recommandations du Bureau d'études géotechniques ESA quant à la sécurisation des fouilles avaient été suivies. Donc en fait, on a le deuxième géotechnicien qui suit ce qu'avait dit le premier et qui dit il faut faire de la sécurisation de ces fouilles. Ça n'a pas été suivi et c'est ça qui cause le dommage. Ce n'est pas le fait de ne pas avoir transmis un rapport qui aurait pu être intéressant, mais ce n'est pas le fait de ne pas avoir transmis un rapport qui est la cause du dommage. C'est bien le fait que le bureau d'ingénieurs n'a pas suivi les recommandations du bureau d'études géotechniques ESA, qui lui est exempt de toute responsabilité. Alors on le voit après, c'est le bureau d'ingénieurs qui a sous-estimé les risques inhérents à la nature du sous-sol et qui a procédé à l'excavation sans sécuriser préalablement les murs de soutènement et la pose d'ancrage. L'architecte qui faisait la direction des travaux, lui, il a manqué à son devoir de diligence. Il a tardé à ordonner les mesures de contrôle et puis il n'a pas assuré une coordination efficace du travail entre les ingénieurs civils et les géotechniciens. Donc finalement, le tribunal, il a donné une quote-part de responsabilité de 85% pour le bureau d'ingénieurs et 15% pour l'atelier d'architecture. La compagnie d'assurance, elle doit aussi couvrir la constructrice en raison de son contrat d'assurance responsabilité civile. Euh, donc elle répond du même dommage que le bureau d'ingénieurs et l'architecte, mais en raison d'un autre contrat, donc il y a une solidarité imparfaite comme on appelle, mais voilà, c'est grâce à ce contrat que finalement une part des coûts est déduite de l'ingénieur civil et de l'architecte. Voilà. On en vient maintenant à ce que propose, donc on change, hein, maintenant on regarde ce que la SIA propose dans ses différentes normes, et dans l'article 5, SIA 118, c'est à cet endroit-là que vient se greffer aussi la responsabilité de la géologie qui est du maître de l'ouvrage. On a un article qui est assez similaire à l'article 365 alinéa 3 du Code des obligations, euh, où on regarde l'alinéa, l'appel d'offres suppose l'existence d'un projet suffisamment clair, et puis après, avant l'appel d'offres, le maître examine les conditions locales, notamment le sol, la nature du sol. Il consigne intégralement le résultat de cet examen dans le dossier d'appel d'offres. Et en ce qui concerne le devoir d'avis, ça renvoie à l'article 25 alinéa 3 qu'on verra après.
Donc la SIA 118, à son article 5, elle dit que la nature du sol est examinée par le maître d'ouvrage. C'est donc déjà à ce moment-là, et c'est déjà dans les documents d'appel d'offres, que la responsabilité du maître d'ouvrage quant à la géologie est mentionnée. On a un autre article qui est intéressant, c'est l'article 16. Je le mentionne pour une raison, c'est une jurisprudence, je vais vous montrer après. Par le dépôt de son offre, l'entrepreneur manifeste qu'il accepte les conditions de l'appel d'offres. Il atteste en outre avoir tenu compte des conditions locales particulières qui étaient manifestes ou qui pouvaient être reconnues pour une visite des lieux. Euh, c'est l'importance d'intégrer la SIA 118 déjà dans les documents d'appel d'offres. Alors vous pouvez le faire dans le texte du projet de contrat, hein, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le mentionner aussi encore dans les dispositions administratives ou dans le cahier des charges. Comme ça, c'est encore plus clair. Ce qui est intéressant, c'est que il y a une obligation précontractuelle de l'entrepreneur avant de donner son offre. Il doit s'être renseigné. Et puis, il y a une jurisprudence qui ne concerne pas la géologie, mais qui pourrait tout à fait être reconnue pour la géologie. Je la cite parce que c'est une jurisprudence du tribunal fédéral. C'est des travaux de serrurerie pour des rampes d'escalier en colimaçon, et l'entrepreneur avait cru que ces escaliers étaient ordinaires, ils étaient tout droits. Donc il a fait une revendication au motif que les escaliers tournaient, sur la base de l'article 373 alinéa 2 CO, et il y a eu un recours jusqu'au tribunal fédéral. Le tribunal fédéral, il n'est pas vraiment entré en matière sur le fait que c'était des conditions extraordinaires, il a dit simplement cher entrepreneur, la norme SIA 118 est incluse dans votre contrat. Il y a un article 16 qui dit que vous devez constater les conditions locales et une visite des lieux. Quand vous avez rendu l'offre, le gros œuvre du génie civil était déjà là, donc l'escalier en colimaçon, vous auriez pu le voir, vous ne l'avez pas fait, donc votre recours est rejeté. Voilà. L'autre élément, le dernier article important de la SIA, ou le plus important, c'est le devoir d'avis. Alors, la première partie du devoir d'avis, je ne vais pas la lire, elle est quasiment reprise de l'article 365 alinéa 3. C'est pratiquement la même chose. Il y a un devoir d'avis de l'entrepreneur, et c'est dit, celui qui néglige ce devoir doit personnellement supporter les conséquences qui en découlent, et c'est là que ça change, à moins qu'il ne s'agisse de circonstances dont il est prouvé que la direction des travaux pouvait avoir eu connaissance, même sans avis. Alors ça doit être fait par écrit. Après, c'est écrit, l'entrepreneur n'est tenu d'examiner le terrain que si le maître n'est pas représenté par une direction des travaux ou s'il n'est pas lui-même qualifié ou encore s'il n'a pas eu recours à une personne qualifiée. Toutefois, l'entrepreneur qui constate en exécutant le travail, et pas sur les plans, en exécutant le travail, des erreurs doit donner un avis immédiat. Donc on voit ici, dans cet alinéa 3, une grosse différence, c'est que l'entrepreneur n'est pas tenu de d'examiner le terrain, s'il y a une direction des travaux, s'il y a un géologue, s'il y a des plans, voilà, etc. C'est des choses que je pense que vous connaissez, ceux qui sont sur les chantiers. C'est une grosse différence et c'est vraiment quelque chose qui est très en faveur de l'entrepreneur par rapport à la solution légale du Code des obligations. Je vous ai mis ici une proposition d'un maître d'ouvrage de dérogation à cet article 25. L'entrepreneur est tenu d'examiner le terrain. Et puis la dernière phrase, les renseignements fournis dans le dossier d'appel d'offres n'ont qu'un caractère indicatif. Alors moi, je trouve ça extrêmement étonnant. Je dirais, je ne suis pas sûr que par rapport à l'article 27 du Code civil, la protection contre les engagements excessifs, je ne suis pas sûr que, surtout la dernière phrase, hein, on peut le voir pourquoi, je ne suis pas sûr qu'on puisse juger que cela fonctionne. Je ne vais pas commenter plus. Ensuite, on va maintenant un petit peu sur les articles les RPH 103 pour les ingénieurs civils et 106. On a, dans les conditions générales contractuelles, on a divers rappels. On nous rappelle le devoir de diligence, j'ai pas tout mis, hein, vous les connaissez ou moi aussi bien que moi. On a le devoir de diligence, le respect des règles de l'art, le devoir de mise en garde, l'exclusion de responsabilité, toutes ces choses, et puis la responsabilité de réparer un dommage, toutes ces choses qui existent déjà
dans le droit, mais qui sont rappelés dans la norme, dans les normes, dans les généralités. On a un truc qui est intéressant, c'est que pour les ingénieurs civils, il y a un seul endroit dans la norme SIA 103 qui parle du terrain, c'est en exécution, prestation de la direction des travaux. Une des prestations ordinaires, c'est sollicitation d'un contrôle et d'une évaluation du sol de fondation par le professionnel spécialisé compétent. Ça veut dire que la direction des travaux doit absolument, lorsqu'il y a un doute, soit elle l'a elle-même, soit elle a entendu l'entrepreneur, elle doit tout de suite solliciter un contrôle auprès du géologue ou du géotechnicien. Et c'est pas nécessaire que la direction des travaux ait elle-même ses compétences. Elle doit juste faire, en tout cas au minimum, le relais, c'est codifié dans cet article-là. Si je prends la SIA 106, moi il y a deux articles, je ne la connaissais pas, cette norme SIA, je l'ai ouverte pour cette présentation. On voit que le géologue décrit et évalue les propriétés naturelles du sous-sol et fournit des bases décisionnelles pour leur utilisation durable. J'ai mis décisionnel en rouge parce que ça fait un tout petit peu... on nous parlait avant dans l'article que je vous ai mentionné de données indicatives et là on nous parle de données décisionnelles. C'est bien des données décisionnelles que le géologue doit faire, que le maître d'ouvrage doit mettre dans son appel d'offres et puis pas indicatives, hein. On a aussi dans le cadre des prestations liées aux phases de construction, le géologue élabore en règle générale des bases pour étayer les études, l'exécution et les décisions à l'attention des mandataires, des entrepreneurs et des maîtres d'ouvrage. Donc on est très clair dans les responsabilités du géologue qui doit faire ça dans les règles de l'art euh, pour aider et c'est pas juste indiqué. Je vous montre juste dans les phases de projet, ce que doit faire le géologue en tant que spécialiste. Alors, il y a un rapport géologique en avant-projet, et la norme ici renvoie, le règlement renvoie à la norme SIA 267. Après, il y a un rapport géologique complémentaire au projet de l'ouvrage. On repart sur un renvoi à la norme SIA 267. Et dans l'appel d'offres, il y a un rapport de soumission géologique, c'est souvent le même, hein, c'est souvent un seul rapport géologique, mais il doit figurer dans l'appel d'offres. Et dans l'exécution, il y a des contrôles, des rapports géologiques et des prises de position, voilà, avec une documentation géologique finale. Ça, c'est toutes les prestations du géologue qui sont assez complètes selon la SIA 106. Je me permets maintenant de parler des normes techniques. Les normes techniques, c'est les règles de l'art. J'ai envie de dire les règles de l'art, même évidemment, c'est mieux de les inclure dans le contrat, mais si elles ne sont pas incluses, elles représentent quand même, par la force des choses, les règles de l'art en la matière. Et un expert ou un juge pourra s'y appuyer très probablement pour les normes techniques, pas pour les normes contractuelles, mais pour les normes techniques, oui. Et donc, moi, je retiens plusieurs choses dans ces diverses normes. Dans la norme ici de 67, on a, si on ne peut pas faire des reconnaissances approfondies, soit parce qu'on n'arrive pas à les faire, soit parce qu'on n'a pas le temps, soit parce que ça coûte trop cher, hein. Quand on a des grands projets géotechniques, on consacre peut-être 0,5 ou 1 ou 2% du montant total des travaux à une campagne d'investigation géologique, à des essais, à des rapports, etc. Mais on ne peut pas plus, hein. On doit aussi veiller à une utilisation parcimonieuse des données publiques tout en préservant les intérêts des, des diverses parties d'ouvrage et des tiers. Donc on doit quand même faire un bon rapport géologique, mais voilà. Et c'est la méthode observationnelle qui est intéressante. Elle permet de s'affranchir de faire une campagne. En cas de doute, elle permet de reporter finalement les investigations à la surveillance, à la méthode observationnelle pendant l'exécution des travaux. Il y a un cahier 176 de géotechnique suisse, hein, c'est en mai 2018, qui parle que de la méthode observationnelle. Et je pense que c'est quelque chose qui est très très bien. Et je vous invite à lire ce cahier si vous ne le connaissez pas déjà. La norme géotechnique parle du contenu du rapport géotechnique et des contrôles d'exécution. Ça, on parle vraiment juste de géotechnique. Ensuite, on a les normes, je dirais, tunnels, les bases de projet général, tunnel ferroviaire, tunnel routier. On a divers renvois à la SIA 199, à la SIA 267. Je ne vais pas en parler plus. La norme SIA 198, qui est les constructions souterraines, elle mentionne notamment les besoins de forage et d'investigation et l'avancement ainsi que la surveillance. Et la norme SIA 199, hein,
qui décrit et apprécie le massif, c'est des choses qui sont importantes à faire, hein. Gare, dans son bouquin, il mentionne vraiment dans les règles de l'art que ces normes représentent les règles de l'art, et c'est quand même des choses, si on y déroge, les normes elles-mêmes le disent, si on y déroge, il faut quand même des arguments solides. Alors évidemment, les normes ici elles-mêmes disent qu'on ne peut pas y déroger. Euh, on peut y déroger, mais il faut quand même le justifier très clairement. Voilà. Très intéressant maintenant, c'est ces conditions générales pour la construction. On a les conditions de la 118-267, hein, conditions générales pour la géotechnique. On nous précise au tout début que pour acquérir force obligatoire, ça doit faire partie intégrante du contrat et ça doit être mentionné comme tel dans le contrat. On nous précise que ça complète la norme SIA 118, mais ça ne la modifie pas et que la norme SIA 118 prévaut toujours. On nous précise que les responsabilités, les obligations du maître d'ouvrage, c'est d'élaborer une reconnaissance du terrain complète et adaptée aux enjeux du projet. Selon la SIA 267, de clarifier les conditions locales, ça c'est en phase d'étude. En phase d'exécution, il faut vérifier que toutes ces données demeurent valables durant l'exécution. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les obligations de l'entrepreneur, on n'a rien qui concerne la géotechnique, rien qui est mentionné. On n'a pas de fondement de responsabilité dans la SIA 267 pour la géotechnique pour l'entrepreneur. En plus de ce qui existe déjà, normalement, la SIA 118 est ce fameux devoir d'avis, l'article 25, alinéa 3. Il a un devoir d'avis, je dirais, limité par rapport à l'article 365 du Code des obligations, mais il a juste ça. Il n'y a rien dans la 267 qui dit que quelque chose est demandé à l'entrepreneur vraiment pour la géotechnique. La solution, elle est différente avec la norme 118-198, conditions générales pour construction souterraine. D'abord, ce qui est remarquable, c'est qu'on a une dérogation à la norme SIA 118. Donc, on a une norme qui déroge à la norme 118 de base. On dit que ça remplace partiellement l'article 59 de la norme SIA 118. L'article 59, c'est celui des circonstances extraordinaires, hein, qui est quasiment un copier-coller de l'article 373 alinéa 2 du Code des obligations. Ça nous dit aussi qu'il faut intégrer dans le contrat les règles de la norme SIA 118-198 l'emportent sur celles de la norme SIA 118 dans la mesure où elles indiquent expressément les remplacer. Donc il faut mettre ça dans le contrat, c'est important. Puis après on nous parle de le maître d'ouvrage met le massif à disposition, le maître d'ouvrage remet à l'entrepreneur sous forme adéquate l'ensemble de la documentation relative aux conditions du terrain. Donc là, dans la philosophie SIA 118-198, on voit bien clairement ce qui est dans la lignée des autres choses, c'est que c'est le maître d'ouvrage qui possède le terrain et qui doit le décrire. Et ce qui est intéressant dans cette norme SIA 118-198, c'est qu'on a une répartition des risques. Et ça, c'est quelque chose qui est un petit peu nouveau. Elle existe déjà depuis quelques années, hein, mais c'est quand même une avancée ou quelque chose, une autre voie dans laquelle on se dirige. On nous parle à l'article 8.7.2, là j'ai pris les risques généraux. Alors on a des risques qui sont décrits, et c'est écrit lesquels sont assumés par le maître d'ouvrage, lesquels sont assurés par l'entrepreneur, hein. Modification des caractéristiques du massif en dehors des limites contractuelles, c'est le maître d'ouvrage. À l'intérieur des limites contractuelles, c'est l'entrepreneur. Donc, si on fait un intervalle, si c'est toujours plus dur, mais que ça reste dans l'intervalle, c'est l'entrepreneur qui doit prendre à sa charge. Si ça sort de l'intervalle, c'est le maître d'ouvrage. On a diverses choses ici. Gaz, site contaminé, site archéologique, c'est le maître de l'ouvrage. Cadence, c'est l'entrepreneur. Donc voilà, on voit que tout ce qui est vraiment du domaine de l'imprévisible, extraordinaire, c'est le maître d'ouvrage. Ce qui est plutôt des difficultés techniques, mais que ça reste dans ce qui est prévisible ou possible, c'est chez l'entrepreneur. Je vous mentionne aussi les 873, 874 et suivants. Le 873, c'est avancement à l'exposition rocher. Je vous laisse lire, il faut lire cette norme. Ça nous dit que par exemple les difficultés de forage des trous de mine dus à des venues d'eau sont assumées par l'entrepreneur. Ça c'est écrit. Avancement au tunnelier en rocher, le blocage du tunnelier est assumé par le maître d'ouvrage. C'est clair. Avancement avec une machine à attaque ponctuelle en rocher,
Les difficultés d'abattage dues à la présence simultanée de rochers de dureté très variable sont à la charge de l'entrepreneur. Avancement avec une machine à attaque ponctuelle en terrain meuble. Les difficultés d'avancement dues à des corps étrangers, maçonnerie, tirant d'ancrage, béton armé et conduite, sont à la charge du maître de l'ouvrage. Donc, on a vraiment une répartition des risques qui est proposée dans cette norme SIA 118-198 et là, c'est facile parce qu'on n'a pas besoin de se demander si c'est des circonstances extraordinaires ou pas. C'est écrit dans ces conditions. Si c'est ça, c'est le maître d'ouvrage. Si c'est ça, c'est l'entrepreneur. Donc c'est une solution qui est assez intéressante et qui permet de gagner au moins beaucoup de temps sur les champs. Je vous fais un tout petit survol de droit international. J'ai déjà pas les compétences en matière internationale. J'ai juste lu quelques articles là-dessus et je ne suis pas un spécialiste des autres droits que le droit suisse, mais ce qu'on remarque en général, c'est que dans un peu tous les pays, le contrat est en général libre de déterminer qui supporte le risque géologique. Je vous donne l'exemple des contrats FIDIC, parce qu'ils sont assez bien utilisés, peut-être vous les connaissez si vous travaillez à l'étranger, si vous travaillez dans des pays en voie de développement, c'est souvent utilisé. Le Red Book, qui est un peu comme la SIA 118, le Yellow Book, qui est un petit peu comme un contrat en entreprise totale, mentionne que les risques prévisibles sont chez l'entreprise et les risques imprévisibles chez le maître de l'ouvrage. Le Silver Book, c'est les contrats clés en main. Alors là, c'est très clair, hein, la responsabilité totale, elle est chez l'entreprise. Le contrat peut prévoir autre chose, mais ça serait un petit peu aller à l'encontre de la philosophie d'un ouvrage clé en main. On a le FIDIC Emerald Book, qui est nouveau, qui concerne les ouvrages souterrains et qui est très similaire à la SIA 118-198, hein, ils sont inspirés, qui répartit le risque entre l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage en décrivant les risques et qui doit supporter quoi. Dans tous les pays, on a cependant, et c'est là où il faut connaître le pays dans lequel on travaille, on a la possibilité d'avoir des règles impératives du pays qui peuvent corriger le contrat. Comme chez nous, c'est l'article 2 du Code civil ou l'article 27 du Code civil, on peut avoir dans d'autres pays des règles impératives, et ça, il faut les connaître, hein. Quand vous faites un contrat comme ça, il faut savoir, il faut connaître ça. Il faut regarder avec un juriste du pays pour savoir s'il n'y a pas des règles dans la législation du pays qui peuvent être des règles impératives qui sont au-delà du contrat. Dans les pays de civil law, on a deux choses qui sont différentes entre des pays de civil law et de common law. Dans les pays de civil law, c'est-à-dire l'Europe, c'est presque tous les autres pays, sauf les pays anglo-saxons. Quand quelque chose est imprévisible, la compensation, elle est toujours possible. On peut compenser l'entrepreneur en cas de circonstances extraordinaires ou imprévisibles. La compensation est possible, ça se base sur la bonne foi. Dans les pays de common law, on est très contraint, hein, c'est les pays anglo-saxons. Et l'imprévisible, en fait, voilà, c'est le contrat le contrat est roi, et la seule chose que l'imprévisible peut faire, c'est la fin du contrat, c'est ce qu'on appelle la doctrine de frustration, mais c'est pas forcément la compensation qui est possible. Donc là, on a diverses approches, faites attention si vous êtes dans des pays anglo-saxons ou qui adoptent une législation anglo-saxonne, on a une philosophie qui est assez différente. J'en arrive maintenant, on a fait tout le survol, on est passé au droit international, j'en arrive maintenant aux conclusions. Voilà. Alors, pour répondre à la question, la géologie est-elle toujours de la responsabilité du maître de l'ouvrage? J'ai envie de dire plutôt oui, mais pas toujours. Je rappelle certaines choses qu'on a vues. En principe, la responsabilité du maître de l'ouvrage. L'entrepreneur et les ingénieurs géologues aussi, il ne faut pas l'oublier, ils ont un devoir d'avis essentiel. Il est tellement essentiel que s'ils ne le font pas, si l'entrepreneur ne le fait pas, il doit supporter les conséquences de ce manquement de devoir d'avis. On a ensuite le maître d'ouvrage qui peut confier ou qui devrait ou doit confier les études géologiques et la direction des travaux à des auxiliaires, hein, des mandataires, géologues, géotechniciens, ingénieurs, qui sont eux responsables contractuellement envers lui uniquement, pas envers les autres.
On a les règles du contrat de mandat d'entreprise selon le Code des obligations qui sont des règles qui sont dispositives. On peut y déroger. La seule règle que j'ai mentionnée, c'est l'article 404 CO. Voilà. On a le contrat qui peut donc, quand on met tout ça en place, qui peut donc théoriquement faire supporter le risque biologique à l'entrepreneur. C'est de la théorie, je pense que c'est très rare en Suisse de le faire, et je pense que c'est une bonne chose de ne pas le faire, de rester chacun avec une organisation classique, avec un maître d'ouvrage, ingénieur, géologue, entrepreneur, mais on pourrait très bien faire supporter le risque géologique à l'entrepreneur, c'est possible. On a les conditions générales de la construction des SIA qui proposent des solutions assez différentes entre ce qui est géotechnique, hein, la SIA 118-267, qui dit vraiment, qui est dans la philosophie SIA 118, qui dit que dès qu'il y a une direction des travaux et un spécialiste, l'entrepreneur n'a pas examiné le terrain, il doit faire ce qu'on lui dit, il a juste un devoir d'avis quand il exécute les choses, pas avant, quand il exécute, là il a un devoir d'avis, s'il voit que quelque chose ne va pas, mais autrement c'est un exécutant. Et par contre, dans les constructions souterraines, la SIA 118-198, alors là, on est complètement différent, une philosophie qui est différente, où on a des risques qui sont identifiés, et on dit, ben, ce type de risque, c'est chez le maître d'ouvrage, et ce type de risque, c'est chez l'entrepreneur. Voilà, donc une philosophie différente. On a enfin des règles impératives, qui sont les règles de la bonne foi, et les règles contre la protection contre les engagements excessifs, qui empêchent, en droit suisse, un déséquilibre excessif, disproportionné des prestations, et tout ça, c'est l'article 372 alinéa 2 du Code des obligations qui reprend ça. Voilà, pour ma part, je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez écouté attentivement une présentation sans aucun calcul, sans aucun schéma, plan ni image, c'est admirable. Et j'ai envie de dire en conclusion que la géologie, même si on peut la mettre, en principe, elle est toujours du côté du maître d'ouvrage, mais même si on peut la mettre du côté de l'entrepreneur d'une manière ou d'une autre, au final, on ne peut pas prévoir l'imprévisible, et quand c'est vraiment imprévisible, alors oui, c'est quand même la responsabilité du maître de l'ouvrage. Je vous remercie, bonne soirée, et au plaisir de vous voir ou vous revoir prochainement. Merci.